Oui, voilà, nous sommes à bord du Duke of York, le cuirassé premium qui vient juste de sortir. Nous sommes le 24 décembre 2017, 25 décembre 2017, c'est le jour de Noël. Je viens de me l'offrir en cadeau de Noël. Et eh bien ce cuirassé, je me propose de vous le présenter. On va aller dans le bassin de Radoub, pendant que le Duke of York est en train de chercher et attend les nouvelles du Belfast qui ne devraient pas tarder à tomber sur le Champ Nord, si il doit tomber sur le Champ Nord. Donc allons dans le bassin de Radoub, on se retrouve tout de suite, c'est parti. Nous voilà donc dans le port de Radoub et nous avons sous nos yeux le Duke of York. Duke of York, nous sommes le 24 décembre 2017. Je viens de me l'offrir. Donc il est tout neuf, tout beau, tout récent. J'ai que 3-4 batailles avec. Et je me propose, comme je l'avais fait pour son sister ship, le King George, de vous en raconter l'histoire. Et puis de faire un petit comparatif avec le King George, qui est le cuirassé de tier 7 qui appartient à l'arbre technologique anglais. Il n'y a pas énormément de différence, nous y reviendrons. Pour l'instant, intéressons-nous à l'historique, comme je l'ai déjà fait, et pour le King George et pour d'autres navires. Je vous renvoie d'ailleurs à la vidéo sur le King George, puisque j'y parle globalement de toute la ligne de cuirassés et des sister ships du King George. J'en fais la liste, j'en parle un peu. Là, nous allons nous intéresser plus particulièrement au Duke of York, un Duke of York dont la quille est posée le 5 mai 1937 à Clydebank, en Écosse. Le navire est lancé le 28 février 40, donc il a fallu grosso modo 3 ans pour le construire. Et il sera achevé définitivement en 41. À l'époque, il rejoint très très vite la Home Fleet de Scapa Flow, évidemment, le 4 novembre 41, on est en pleine guerre. Techniquement, le navire avait un déplacement de 37 300 tonnes et 42 800 tonnes à pleine charge. Une longueur de 700 pieds, ce qui équivaut à environ à 213 mètres. Et il avait un tirant d'eau de 30 pieds. Le Duke of York était propulsé par des turbines à vapeur et 4 arbres à hélice. On va les voir, les voici, les voilà, les 4 arbres à hélice. Ces chaudières pouvaient fournir 100 000 chevaux vapeur et donc on pouvait même assurer 110 000 chevaux vapeur en pointe. Il avait une vitesse de 28 nœuds, si on la compare à la vitesse du navire tel qu'il est dans le jeu, maniabilité 28 nœuds, on est bien, on est bon. Une capacité de 3800 tonnes de fuel qui sera ensuite améliorée à 4100 tonnes. Grosso modo, c'est un navire qui bénéficie d'une simulation assez bonne, qui a moyen d'améliorer. Historiquement, donc, à la mi-décembre 41, il va embarquer, alors qu'il n'a pas encore tout à fait terminé d'être achevé, il n'est pas encore tout à fait achevé. À la mi-décembre, il embarque le Premier ministre, Winston Churchill, et avec une partie de l'état-major britannique, ils partent aux États-Unis, à Annapolis, dans le but de rencontrer le président Franklin Delano Roosevelt. Il arrive le 22 décembre 41 et en janvier 42 il part aux Bermudes pour y réaliser des essais en mer. Il rejoindra définitivement Scapa Flow le 17 janvier. De retour aux États-Unis, il va être escorté une première fois, il va être affecté une première fois, à l'escorte d'un convoi. Il sera associé au Renown, au croiseur HMS Kenya et à 6 destroyers. Le 6 mars, donc 5 jours plus tard, la flottille d'escorte est donc renforcée du King George V, du Victorious, le porte-avions, et le Berwick, et 6 autres destroyers. La raison est simple, l'amiral Tovey, qu'on a vu être en partie prenante dans la bataille contre le Charles Horst, l'amiral Tovey, donc,
pensait que le Tirpitz allait attaquer le convoi. En fait, le cuirassé sera aperçu le 6 mars, mais on lancera une attaque, mais sans aucun succès. Nous arrivons tranquillement à octobre 42. Le Duke of York est envoyé à Gibraltar. Il est le nouveau navire amiral de la force H. Et là, il va soutenir le débarquement en Afrique du Sud, la fameuse opération Torche, auquel a participé, nous l'avons vu, des porte-avions américains, entre autres. Duke of York ensuite est attaqué par des avions italiens mais il subira peu de dégâts durant cette opération. Après cela, il retourne en Angleterre pour des rénovations. Il reprend ensuite son statut de navire amiral, purement et simplement, après les départs des King George et Hove pour l'opération Husky. Je rappelle que l'opération Husky était l'opération du débarquement allié en Sicile. Donc on est en gros en mai 43. Arrive bien sûr ce qu'on ne peut pas passer sous silence, la fameuse bataille du Cap Nord. On sait que le Duke of York faisait partie de la fameuse deuxième mâchoire qui devait se refermer sur le Char North. Et qui s'est refermé sur le Char North? Je ne vais pas rentrer dans les détails, j'ai fait une vidéo spécifique sur cette bataille en racontant l'histoire du Char North. Je vous suggère d'aller la voir pour plus de détails. Sachez simplement que, bon, vu du Duke of York, on sait qu'il a subi quelques tirs du Char North qui vont sectionner, entre autres, son matripode, une partie du matripode en tout cas, et détruira une partie du radar. Mais c'est lui qui va faire taire la tourelle Anton du Char North, donc la première tourelle, celle qui est tout à l'avant. Et quelques instants plus tard, on le saura qu'après, un de ces obus, l'un des tout derniers qui tire sur le Char North du premier engagement, va exploser dans sa chaudière et va réduire considérablement la vitesse du Char North, qui va permettre au Duke of York de le rattraper. Mais durant ce premier engagement, le Duke of York a tiré 52 bordées. C'est énorme. Donc, nous sommes grosso modo à 18h24. Une demi-heure plus tard, le Char North est rejoint par le Duke of York. Le Char North qui est très ralenti par ses chaudières abîmées. Donc le Duke of York le rejoint, il arrive à peu près à 10 km. Et là, il va rouvrir le feu. Il ne cessera de ce feu nourri qu'une demi-heure plus tard. Donc de 19h à 19h30, il tire pratiquement pendant une demi-heure sans discontinuer sur le Char North. Il va entre autres être à l'origine, ces bordées vont être entre autres à l'origine d'un nombre incalculable d'incendies et d'explosions à bord du cuirassé allemand. Anton et Bruno sont définitivement réduits au silence, c'est-à-dire les deux tourelles avant. Et le navire qui a sa vitesse qui est réduite à 10 nœuds sera coulé un quart d'heure plus tard. Donc voilà pour la bataille du Cap Nord vue du Duke of York. Je rappelle que j'ai fait une vidéo sur cette fameuse bataille beaucoup plus complète et je vous suggère de la voir si vous voulez plus de détails. En août 1944, il va participer à l'opération Goodwood. Cette opération visait à couler le Tirpitz. Bon, ce sera sans grand effet. Et le 25 avril 1945, il reçoit l'ordre de rejoindre la flotte britannique du Pacifique en compagnie du Hanson. Je rappelle que le Hanson était son sister ship, était un de ses sister ships. Il va avoir il sera retardé par un problème électrique et il atteint Sydney le 29 juillet, trop tard pour prendre part aux activités de la guerre, puisqu'il arrivera pratiquement au moment de la reddition du Japon. Il va être dans la baie de Tokyo avec le King George V pour assister à la reddition du Japon. Au même titre que le mois suivant, il sera à Hong Kong pour la capitulation officielle des forces japonaises présentes dans la colonie anglaise. Il redevient le navire amiral de la Home Fleet jusqu'à la fin de la guerre et reste en service jusqu'en avril 1949. Et il est désarmé en novembre 1951 et détruit définitivement en 1957.
dans la Clyde, toujours. Alors, durant sa longue carrière et sa prestigieuse carrière, il a été amélioré à plusieurs reprises. Notons simplement pour information que de septembre 44 à avril 45, on lui ajoutera de l'artillerie et surtout le radar, qui arrivera que, comme vous pouvez le constater, avril 45 à la fin de la guerre. Comparativement au King George, il est très semblable. Je veux parler bien sûr esthétiquement, c'est évident, c'est ainsi cherché. Mais je parle surtout sur un plan technique. Même point de structure, la ceinture anti-torpille qui est légèrement moins bonne, mais c'est la même artillerie, la même portée. La défense AA est quand même nettement plus efficace, c'est du York. Hein, on a quand même 39 Oerlikon Mark IV de 20 mm contre 14 et 4 Oerlikon 20 mm Mark V au lieu de 2. C'est énorme. De plus, le Duke of York, je vais vous le montrer tout de suite, le Duke bénéficie d'un hydro à la place de l'avion. Et ça, ça peut faire la différence, surtout en fin de partie, quand vous êtes à la chasse au dernier des dés qui peut vous torpiller. Ça peut avoir son importance. Voilà pour un court aperçu de l'historique du Duke of York. Encore une fois, ayant fait des vidéos par rapport à sa classe, j'avais fait une vidéo sur le King George V, ou par rapport à la bataille sur le Cap Nord, je ne rentre pas trop dans les détails, je ne vais pas faire quelque chose de très très long. Je vais vous laisser dans une partie, une des premières parties que j'ai fait avec le Duke of York. Je découvrais le navire, pas beaucoup de mérite, j'aime beaucoup le King George et je fais toujours d'assez bonnes batailles avec le King George. Il suffisait simplement de se dire qu'on était avec un King George qui avait l'hydro. Hein, et puis après, c'est un petit peu la RNG, le matchmaking qui décide et la RNG qui décide si oui ou non vous allez faire une bonne bataille. Je vous laisse en bataille et je vous dis à tout à l'heure pour le débriefing. Voilà. Nous partons pour cette bataille. C'est pas tout à fait la première bataille que je fais avec le Duke of York. Le truc, c'est que le fait d'avoir ce navire aussitôt par rapport à d'autres fait qu'on est très vite focus par les gens qui un petit peu agacés de voir qu'il y en a certains qui l'ont avant eux, ont tendance un petit peu à se concentrer sur soi et on a toujours de grosses misères. Enfin là, on est parti, j'ai pour but de finir dans les 7 premiers d'une partie gagnante. Ça c'est la première mission qu'on a avec le Duke of York. Donc je suis bien décidé à m'appliquer et à gagner cette bataille. L'essentiel de mon équipe est parti, comme vous pouvez le constater, dans les colonnes 8-9, comme souvent d'ailleurs. Ils essayent de pousser, de lancer un gros rush. Nous par contre on est 3-4, il va y avoir un Guy 2, il y a le Belfast, il y a le König, et on va se débrouiller pour se présenter sur une colonne en ligne H afin de fermer la poussée possible de l'ennemi qui sera sûrement en colonne 2. C'est souvent le cas d'ailleurs, comme ça que ça se passe très souvent. Dans mon cas, si vous voulez, j'ai cette fameuse mission à faire, la première mission qu'on mène avec le Duke of York. Personnellement, j'aimerais bien la débloquer. Alors ça c'est, de ma part, c'est la volonté de faire des dégâts, c'est l'objectif. Là, je suis pas terrible comme dégâts, un petit millier de points sur un Guy 2. Pas de quoi non plus se relever la nuit. Donc le Gneisno, ça va être un adversaire qui va être récurrent dans cette bataille, qui va être extrêmement compliqué.
Voilà, on s'aperçoit qu'il y a un Colorado dans notre équipe, un Hood en face. On n'a pas une mauvaise équipe. Je pense que le matchmaking nous a, moi, relativement épargné ce coup-là. Par contre, je sais qu'il y a du beau monde. En plus, c'est pas la première fois que je fais une bataille sur cette map. Et vraiment, j'ai un mauvais souvenir parce que je me suis fait torpiller à la sortie vous voyez, il y a encore des torpilles là. Bon, ça c'est le Guy 2, je suis pas surpris forcément. on a de très bons joueurs de notre côté en face de nous, des Gneisenau et l'Algérie vont nous poser d'assez gros problèmes. Ils vont pas mal nous ralentir. Moi, mon objectif, c'est d'éviter de prendre des torpilles de la part du Guy 2. Un bon plan, voilà. J'ai ralenti tout ce qu'il fallait. Pour l'instant, j'ai à peine 5000 de dégâts. Il n'y a pas vraiment de quoi sauter au plafond. Et comme je vous l'ai dit, l'Algérie se débrouille assez pour être compliqué à toucher. C'est bien joué de sa part, parce que c'est vraiment pas facile de trouver la bonne... vous voyez là, par exemple, le temps que j'ai récupéré mes obus, prêts à tirer, ben, il y a la montagne. Alors il ne sait pas forcément que c'était pas ce qu'il voulait faire, mais bon, il se trouve que les circonstances l'ont bien servi, il s'en est bien tiré grâce à ça. Donc on pousse, mes deux partenaires, Belfast et Koenig, sont passés par le centre, c'est assez étonnant d'ailleurs. C'est pas vraiment, je m'attendais pas vraiment à ce mouvement. Donc je vais les suivre, j'ai pas le choix. Sauf si je pars à la poursuite du Gneisenau, je cours le risque de prendre des torpilles d'un Guy 2 qui est bien planqué, difficile à atteindre, et comme notre Guy 2 fait du spot passif, on ne sait pas où est le Guy 2 ennemi. Ah, je peux pas tirer, donc voilà quoi. Pour l'instant, il n'y a rien de bien exceptionnel et on se demande bien pourquoi d'ailleurs. Je mets cette partie. On mène très vite de 0, la situation est plutôt à notre avantage. Là, il y a un Furutaka, alors allez, Furutaka, allez. Alors oui, je pars dans l'autre sens. Vous voyez, le Guy 2, on va le voir apparaître, voilà. Il sort sur un Koenig de flanc. Là, c'est pas cool du tout. Gneisenau me tire, mais il va me louper. Ah, mais c'est même pas moi qui tirais, je pense. Là, je regarde, voilà, les torpilles sur le Koenig, on les a aperçus. Le Koenig va prendre très très cher, ou pas. Ah, il n'a pas pris de torpilles, je pensais que c'était là qu'il les avait pris, mais non. Donc là, on va essayer de sortir le Furutaka, ce sera un bon plan. Voilà. Citadelle et plus de Furutaka. Pas beaucoup de mérite, hein. Je suis un tier 7, le Furutaka c'est un tier 5. Enfin bon, il n'a pas montré non plus son plan. Donc je suis au centre, un petit peu embarrassé, parce que c'est pas dans la nature d'aller au centre. Surtout avec un cuirassé qui a même pas pour lui d'avoir éventuellement des torpilles défensives. Hein, c'est pas terrible comme idée, mais bon, ça se fait maintenant, de plus en plus. Au moins, on peut pas me reprocher de ne pas aller au contact. Là, je m'attaque quand même à Gneisenau qui, lui, a des torpilles, qui peuvent me faire très mal. Alors, finalement, qu'est-ce que je fais? Je sors de cette nasse, au risque de m'éliminer plus ou moins de la bataille pendant un long moment. Bien sûr que je ne vais pas faire ça, je vais tourner et partir à la... Mon objectif, ça va être de partir à l'assaut du Gneisenau.
peu de dégâts. Le Glazno, il colorise, il se prend des torpilles bien comme il faut. Là, il va se passer un truc assez amusant sur la prochaine salle. Je crois que c'est sur la prochaine salle. Donc il va y avoir une similarité des tirs. Ah non, c'est pas la prochaine salle. Je sais pas. Donc je vais tirer, oui, sur l'Algérie, probablement. Parce que là, on a quand même un avantage assez costaud. Petit 3000 sur l'Algérie. Et là, maintenant, bon, bah, il faut sortir le Gneisenau, quoi. Voilà. Donc, le Gneisenau est mort. On va passer sur l'Algérie, qui, lui, ne s'attendait pas du tout, je pense, à avoir tombé sur moi d'un côté. Et de l'autre côté, il y a quand même un... Il y a quand même un Colorado. Pour Algérie, c'est pas franchement fun. Et là, boum, voilà. Je lui ai mis 13 000, mais la seconde d'après, ou quasiment simultanément, le Myoko lui a mis aussi une grosse praline. Du coup, c'est Myoko qui est accrédité du kill. Enfin bon, c'est un joli tir de 13 000 comme ça sur un Algérie. C'est bien, c'est précieux. L'Algérie était un petit poison. Reste que le Wood, il brûle et puis on s'aperçoit qu'il est probablement AFK. Là, je suis en train de me poser la question parce que j'ai pas l'impression qu'il bouge beaucoup. Donc on est quand même pas mal aidé par les circonstances sur ce coup-là. Là, je suis passé à la HE. Ce que j'ai pas fait du tout pendant la partie. C'est mon idée que si le Wood est vraiment AFK, ça va être de lui mettre un incendie et de plus m'en occuper, de laisser l'incendie brûler. Ça optimisera mes dégâts et moi je passerai sur des navires beaucoup plus dangereux. Ou en tout cas qui peuvent se défendre, parce que c'est quand même le but du jeu, c'est de combattre des gens qui peuvent vous mettre des coups et se relocaliser pour vous mettre des coups. Alors l'Otomskaya, ouais, bien sûr, l'Otomskaya la HE, bon. Ah, je mets quand même un petit 4000 minimum. Là j'ai beaucoup ralenti parce que je sais pas où sont les deux derniers DD. Il y a un Kamikaze et un Gaide, je vous le rappelle. Le Gaide était dans le coin un long moment. Alors je me dis qu'il y a une chance, enfin, entre guillemets. Il y a un risque. Donc ils sont encore dans le coin. Là, je suis en train de regarder le Wood et je me dis, alors il est AFK ou pas? Et oui, s'il est AFK, il faut que je mette un incendie, quoi. Je sais que les Anglais, les cuirassiers anglais ont une grosse tendance à mettre des incendies, autant en profiter. Là, le Wood, visiblement, pas de fumée de cheminée, il est pas dans la partie, c'est clair. Voilà, je lui mets un premier incendie, ça va brûler un petit moment. Et je vais, il me dit, qui peut le plus, peut le moins, autant essayer de lui en mettre un deuxième. Parce que pendant qu'il brûle, je peux ensuite aller m'occuper de optimiser les dégâts sur le Monotovskaya. Et là, j'ai pas la même chance, j'arrive pas à lui en mettre un deuxième. Ah si, là, ici, oui. Alors, le Kamikaze est mort, il me reste donc à sortir le Gaide, à m'occuper du Gaide. Le Wood flambe toujours. Alors je regarde la minimap et effectivement le Gaide est apparu. Et est apparu face à moi. Donc il est possible que des torpilles aient été lancées. Donc là je vais tourner pour présenter mon étrave à la volée de torpilles potentielles. Et je charge et je vais m'occuper du Gaide. Il va falloir essayer de lui mettre des dégâts. Voilà. Ah bon. Donc, il y a bien eu des torpilles, mais j'avais ralenti. Donc, c'est bon, je m'en sors. Le Wood brûle toujours, et je ne l'aurai pas. Bon, c'est pas grave. C'est même pas moi qui vais avoir le... C'est même pas mes incendies qui le feront brûler. Et pareil pour l'Octopskaya. Boum. Terminé. Fin de la bataille.
Eh bien, nous sommes à bord du Kyrkjork qui longe les côtes septentrionales de Norvège à la recherche du Charmance. Et nous allons jeter un petit coup d'œil sur les écrans de la bataille que nous venons de vivre. Une bataille qui n'a rien d'exceptionnel, hein. Je ne dis pas le contraire, il n'y a pas de souci. Alors, la première chose, eh bien, bon, 7593 points d'XP, une victoire, 77 000 de dégâts, selon les théorèmes de mon ami Starcade, qui est un YouTuber de premier plan et qui connaît bien ses navires. Bon, bah, j'ai fait mon job, j'ai fait une partie moyenne, une bonne partie, on va dire la moyenne haute, mais une bonne partie. C'est-à-dire que j'ai fait mon tiers fois 10 000. Bon, il se trouve que je finis premier d'assez peu devant le Belfast, celui qui m'accompagnait d'ailleurs. C'est, voilà, bon, pas 2 kills, on a vu dans quelles circonstances. Furutaka, etc. J'ai tanké pour à peine 219 600. C'est pas énorme, mais il est vrai que je suis passé inaperçu. L'essentiel de la bataille se passait de l'autre côté. Mais il se trouve que pour voilà quoi, par une étrange chimie du jeu, il se trouve que les dégâts que j'ai fait sur le Wood, sur le Gneisenau, que j'ai assez peu touché, ceci dit, bon, on m'a rapporté plus que ce que les autres ont fait alors qu'ils avaient toute l'équipe en face d'eux. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Donc, retour sur notre King George qui navigue. Alors, que dire de ce navire pour finir? In fine, si vous pensez avoir besoin d'un King George, vous avez le King George. Voilà, on va être clair. Du Kyrkjork vaut-il le coup? Je ne suis pas convaincu. Naturellement, le Duke of York, je vous l'ai dit, c'est un King George avec l'hydro. Est-ce qu'un King George avec l'hydro est intéressant? Ça, je le laisse à votre appréciation. Personnellement, je le jouerai parce que j'aime jouer ce type de cuirassé, King George comme Duke of York. Mais c'est plus une curiosité historique. Si vous avez le goût de la collection, c'est plus pour voilà, pour frimer ou parce que vous êtes un collectionneur, ça vaut le coup. Mais voilà, c'est tout. Honnêtement, c'est pas le navire le plus exceptionnel, il n'est pas OP du tout. On l'a vu, il n'a strictement rien de plus. Bon, il a l'hydro, mais il lui manque un avion. Après, c'est à vous de savoir qu'est-ce qui est le plus important. Personnellement, j'aime beaucoup ce navire, donc moi, ça me dérange pas de l'avoir. Hein, bien au contraire, je jouerai avec lui. Ça, c'est clair. Ne serait-ce que pour préparer mes commandants pour les cuirassés futurs que je pourrais avoir. Je pense au Conqueror, entre autres, ou au Lion, en tiers 9 et 10 anglais, les cuirassés anglais. Pour le reste, je vais vous laisser là. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt, si vous le voulez bien.